Bonjour à vous. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, l'ethnocentrisme constitue un obstacle important sur le chemin de l'objectivité scientifique, objectivité qu'essaye d'atteindre ou au moins d'approcher l'anthropologue. À ce titre, l'ethnocentrisme est un défaut, un travers qu'il s'agit d'essayer de combattre, notamment par l'exil culturel et la distanciation vis-à-vis de sa culture d'origine. C'est notamment pour cette raison que l'anthropologue part vivre plusieurs années au sein de la société qu'il veut étudier, parmi les gens qu'il veut étudier. Cela a pour objectif, entre autres choses, de l'ouvrir à la tolérance et au rejet des préjugés liés à son milieu d'origine, à sa culture d'origine. Cela a pour objectif de l'initier à ce qu'on appelle le relativisme culturel. Celui-ci peut se définir, dans sa forme vulgarisée, comme étant l'idée selon laquelle il faut penser la différence sans jugement de valeur, en ayant conscience de la diversité des pratiques culturelles, mais sans jamais juger que l'une puisse être meilleure qu'une autre. Par conséquent, il n'est pas légitime que je porte des jugements de valeur sur des conceptions, des pratiques et des normes qui émanent d'un système culturel différent du mien. Comme on l'a vu précédemment, l'ethnocentrisme consiste à penser qu'il existe une hiérarchie parmi les cultures, parmi les sociétés, parmi les peuples. C'est nous qui avons raison, c'est nous qui sommes les meilleurs, c'est nous qui faisons toujours et en toutes circonstances ce qui est bon, ce qui est bien. Ce faisant, l'ethnocentrisme nous conduit à juger la culture des autres à partir de nos propres standards culturels, par rapport à nos propres standards culturels. Par exemple, si on va en Grande-Bretagne et qu'on dit que les Anglais roulent du mauvais côté de la route, on fait preuve d'ethnocentrisme en jugeant qu'ils font quelque chose de mauvais, qu'ils sont donc dans l'erreur. Par contre, si on se contente de dire qu'ils roulent de l'autre côté de la route par rapport à nous, alors on ne juge pas, on se contente de constater, on fait preuve de relativisme culturel. Le relativisme culturel combat cette idée de hiérarchie et institue que toutes les cultures ont la même valeur. Toutes les pratiques culturelles se valent, aucune culture n'est supérieure à une autre, toutes les cultures sont différentes mais égales. D'une certaine façon, le relativisme culturel, c'est l'inverse de l'ethnocentrisme. Le relativisme culturel, c'est un plaidoyer pour le respect du mode de vie des autres, un plaidoyer pour le droit à la différence. Une des premières et surtout une des plus célèbres manifestations et expressions de ce relativisme culturel se trouve chez Michel de Montaigne, le grand philosophe français du XVIe siècle. En 1562, Montaigne a l'occasion de rencontrer trois Indiens du Brésil, trois barbares, trois cannibales, et ce qui le frappe, c'est que, comme il l'écrira plus tard, les barbares ne sont en rien plus étonnants pour nous que nous pour eux. Il précisera d'ailleurs son propos, indiquant qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans ce peuple, sinon que chacun appelle barbarie ce qui ne fait pas partie de ses usages. Car il est vrai que nous n'avons pas d'autres critères pour la vérité et la raison que les exemples que nous observons et les idées et les usages qui ont cours dans le pays où nous vivons. C'est là que se trouve, pensons-nous, la religion parfaite, le gouvernement parfait, l'usage parfait et incomparable pour toute chose. Fin de citation. Si Montaigne n'est peut-être pas le tout premier à mettre en lumière l'ethnocentrisme dont font preuve les Européens à l'égard des autres peuples, sa critique de l'attitude occidentale vis-à-vis des étrangers, des barbares, des sauvages, comme on les qualifie habituellement, reste une des plus célèbres. Pourtant, malgré cet avertissement, on doit constater que les premiers anthropologues, qui se sont penchés au XIXe siècle sur les sociétés lointaines, étranges et étrangères, ont généralement succombé à des tentations ethnocentristes. L'anthropologie évolutionniste, dont je parlerai un peu plus tard, en est un bon exemple. Il faudra attendre le XXe siècle, et Malinowski par exemple,
pour observer véritablement une prise de conscience de plus en plus généralisée à cet égard, prise de conscience qui est joliment exprimée dans un des textes les plus connus de Claude Lévi-Strauss, un extrait de Race et Histoire, publié en 1952. Ce livre est considéré aujourd'hui comme un réquisitoire moderne contre l'ethnocentrisme et un plaidoyer en faveur du relativisme culturel. On y trouve notamment ceci, qui concerne l'ethnocentrisme. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages ou tous ceux qu'on choisit de considérer comme tels hors de l'humanité, c'est justement l'attitude la plus marquante, la plus distinctive de ces sauvages mêmes. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Fin de citation. Il n'y a donc comme barbares, nous dit Lévi-Strauss, que ceux qui nomment les autres barbares. C'est parce que je suis replié, renfermé dans ma culture, dans ce que je pense être la seule culture possible, la seule culture valable, c'est parce que j'ignore tout des autres cultures, c'est parce que je nie le droit à la différence que je nomme les autres barbares. À partir du XXe siècle, à partir de Malinowski, mais peut-être encore de façon plus évidente à partir de Lévi-Strauss, la critique et le rejet de l'ethnocentrisme se sont imposés comme des bases, comme des prémices indispensables à tout travail anthropologique. Pour le chercheur, lorsqu'il est sur le terrain, pour l'anthropologue, le relativisme culturel est une exigence méthodologique qui consiste à faire abstraction de son propre univers culturel afin d'espérer comprendre, sans préjugés, les modes de pensée, les modes de vie auxquels il se trouve confronté. Tout ça est évidemment très bien, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pour un anthropologue, qui est avant tout un être humain, il est évidemment légitime d'être troublé, d'être choqué face à certaines pratiques culturelles, comme par exemple l'excision, dont je parlerai plus tard, ou encore l'anthropophagie. L'anthropophagie est une pratique qui consiste pour un être humain à consommer de la chair humaine. Il s'agit donc d'un cannibalisme qui concerne l'espèce humaine. Le fait de manger de la chair humaine constitue un tabou absolu dans notre société où on le considère comme un facteur de déshumanisation radicale. Le cannibale, c'est un sauvage absolu, un sauvage intégral, qui échappe littéralement à l'humanité pour redevenir un animal, une bête. Le cannibalisme nous choque et nous horrifie, mais il nous intrigue et nous fascine aussi. Il fait partie de notre imaginaire collectif et c'est un sujet qui est assez fréquemment traité en littérature et au cinéma. Quand nous étions enfants, nous avons tous tremblé à la lecture des histoires d'ogres. Je ne m'intéresserai pas ici au cannibalisme criminel, comme celui d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Je ne m'intéresserai pas non plus au cannibalisme de survie, tel qu'il est par exemple illustré par le célèbre tableau Le radeau de la Méduse de Géricault. Enfin, je laisserai de côté également le cannibalisme de démence, de pénurie, ou encore le cannibalisme pratiqué lors de certains rites sataniques. Ce qui m'intéresse ici, c'est le cannibalisme en tant que pratique culturelle, en tant que pratique sociale, le cannibalisme comme coutume ou comme institution culturelle. Ce cannibalisme culturel, qui peut aujourd'hui encore être observé au sein de certaines sociétés traditionnelles, se divise en deux types principaux qui, en règle générale, ne coïncident jamais au sein d'une même société. Le premier type est appelé exocannibalisme, et il désigne le fait de manger la chair d'une personne étrangère à sa société. Le plus souvent, il s'agit d'un ennemi tué au combat, dont on va manger la dépouille pour prouver encore davantage sa supériorité sur lui, et prolonger ainsi la victoire et l'humiliation qu'on lui inflige. Non seulement je t'ai battu, je t'ai tué, mais en plus je te mange. Dans certains cas, on considérera même qu'à cette occasion, les qualités du mort passeront en moi, tout en lui interdisant toute vie future. Le second type
est appelé endocannibalisme et il désigne le fait de manger la chair des défunts appartenant à sa propre société, souvent même à sa propre famille. Il s'agit d'un cannibalisme qu'on pourrait qualifier de social et même de funéraire. C'est une manière d'appréhender la mort, mort à laquelle on donne ainsi un sens. En effet, le défunt se voit ainsi offrir la possibilité de continuer à vivre, symboliquement, dans le corps de celui qui le mange. Le corps du vivant, le corps de celui qui mange, devient ainsi à la fois la sépulture et le lieu de renaissance du corps mort. On peut voir ça comme une façon de transcender la mort en resserrant les liens entre les membres d'une famille ou d'une communauté. Dans ce cas-ci, le plus souvent, on pense que l'individu qui mange se retrouve d'une certaine manière enrichi des qualités physiques, morales ou intellectuelles du défunt. Avec cet exemple concret qu'est le cannibalisme, on se rend bien compte qu'un anthropologue, européen par exemple, lorsqu'il est sur le terrain et qu'il se retrouve confronté à une telle pratique, va sans doute être étonné, troublé, offusqué, choqué par un tel comportement. Et pourtant, il ne peut ni juger ni condamner. Il doit témoigner, décrire et essayer de comprendre. Par fidélité à la méthodologie du relativisme culturel, il doit penser la différence sans jugement de valeur, il doit considérer ces pratiques anthropophages comme légitimes, il doit respecter le mode de vie de ce peuple, quand bien même il a des comportements surprenants et choquants. Il doit respecter son droit à la différence. Cela dit, dans notre société moderne, la pratique du don d'organes devient de plus en plus fréquente et, à titre personnel, j'estime qu'on ne peut que s'en réjouir. On donne son cœur, son foie, ses reins, ses poumons, mais aussi du sang et des tissus divers, et on permet ainsi à d'autres de vivre. D'une certaine manière, il s'agit d'introduire volontairement dans mon corps des parties ou bien des substances provenant du corps d'autres êtres humains. Alors ne pourrait-on pas voir là une certaine analogie avec le cannibalisme ? Ne pourrait-on pas considérer la greffe d'organes comme une sorte d'ingestion cannibalique ? D'une certaine façon, et exactement comme avec l'endocannibalisme, il s'agit d'une façon pour le défunt de rester utile à la communauté après sa mort. Et le receveur d'organes, qui incorpore ainsi une partie du corps de quelqu'un d'autre, s'en retrouve enrichi. Et puis, même sans aller jusque-là, les chrétiens pratiquants qui m'écoutent n'hésitent pas, à l'occasion de la communion, à ingérer symboliquement le corps et le sang du Christ. Comme quoi, le caractère choquant d'une attitude est parfois bien relatif. Et à propos de relatif, revenons un moment au relativisme culturel et notamment à certaines de ses conséquences. En effet, c'est en vertu du relativisme culturel qu'on tolère parfois la position inférieure des femmes au sein d'une société, la pratique de l'excision ou encore celle de la polygamie. Certaines sociétés vont même s'appuyer sur la notion de relativisme culturel pour contester la valeur prétendument universelle des droits de l'homme et dénoncer ce qu'elles considèrent comme une tentative d'ingérence inacceptable de la part des Occidentaux. Alors, il est vrai que le relativisme culturel n'est pas synonyme de valorisation de toutes les pratiques culturelles, ni même d'acceptation de l'inacceptable. Il s'agit plutôt d'ouverture, de compréhension, de tolérance, de respect pour la différence. Mais on peut quand même s'interroger. Toutes les cultures se valent-elles ? Nous qui ne sommes pas anthropologues, nous qui ne sommes pas sur le terrain en train d'observer et d'essayer de comprendre un autre peuple, on peut trouver légitime de se poser la question. Toutes les cultures, toutes les civilisations ont-elles la même valeur ? Est-ce que finalement tout se vaut ? Ces questions ne sont pas simples, parce qu'on se sent un petit peu coincé entre deux positions. D'un côté, on a la conviction des bénéfices de la démocratie et du bien fondé des droits de l'homme, mais d'un autre côté, on garde une certaine mauvaise conscience d'un impérialisme occidental, d'un passé colonial qui nous colle à la peau.
Bref, cette question n'est pas simple et elle a notamment fourni matière à un débat passionné et houleux en France en 2012, lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque a déclaré devant un parterre d'étudiants que, et je cite, contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, toutes les civilisations ne se valent pas. Et il a ajouté, il y a des comportements qui n'ont pas leur place dans notre pays parce que nous ne les jugeons pas conformes à notre vision du monde, à celle, en particulier, de la dignité de la femme et de l'homme. Fin de citation. Ce ministre a fait le buzz, ce qui était d'ailleurs peut-être son but, car on se trouvait à ce moment-là à moins de 3 mois des élections présidentielles, et ces déclarations ont été évidemment abondamment relayées par les médias, où il s'est vu à la fois défendu par certains, surtout à droite, et attaqué par d'autres, surtout à gauche. Tout d'abord, il faudrait peut-être s'entendre sur ce que c'est une civilisation. Et rien que ça, ce n'est pas si simple. Si une civilisation, c'est un régime politique, il paraît clair et évident de reconnaître que la démocratie, par exemple, est supérieure à la dictature. Mais si une civilisation, c'est d'abord une culture, c'est-à-dire une esthétique, des œuvres d'art, de la littérature, de la peinture, de la musique, alors c'est beaucoup moins simple, beaucoup moins évident. Il est difficile en effet de soutenir qu'une peinture de Picasso, par exemple, est supérieure à une statue de l'île de Pâques. Difficile aussi de soutenir que la littérature française, par exemple, est supérieure à la littérature japonaise. Il est probable que lorsque le ministre de l'Intérieur français a affirmé que toutes les civilisations ne se valaient pas, et donc, par conséquent, que certaines étaient supérieures à d'autres, il n'avait pas en tête une esthétique particulière ni un régime politique particulier. Ce qu'il voulait dire par civilisation, c'est très probablement un ensemble de comportements, un ensemble de valeurs et de coutumes, un mode d'organisation de la société. Et là non plus, les choses ne sont peut-être pas si simples que ça. Car une civilisation, ce n'est pas un tout homogène, c'est au contraire quelque chose de vivant, quelque chose qui évolue en permanence, c'est quelque chose d'extrêmement diversifié. Par exemple, quand quelqu'un dit qu'il défend la civilisation occidentale, ce quelqu'un peut aussi bien être en faveur du droit à l'adoption pour les couples homosexuels que contre. Il peut tout aussi bien être en faveur du droit à l'IVG que résolument hostile à cette idée. Alors, qu'est-ce que c'est la civilisation occidentale? Maintenant, et sans entrer dans ce genre de considération, il est évident que pour toute une série de choses, par exemple l'égalité homme-femme, la pratique de l'excision, le choix entre la dictature et la démocratie, on a envie de hiérarchiser, on n'a pas envie de dire tout se vaut, comme le recommande pourtant le relativisme culturel. Le problème du relativisme culturel, c'est qu'à force de dire que toutes les cultures ont la même valeur, les notions de bien et de mal s'estompent, elles s'effacent et on se retrouve alors désarmé pour dénoncer des comportements graves. Peut-être faudrait-il, une fois pour toutes, admettre qu'il existe des comportements et des attitudes qui sont incompatibles avec le respect de la personne humaine et la sauvegarde de son intégrité. Deux éléments qu'il est légitime de considérer comme des exigences morales universelles. Il est en effet malaisé de critiquer la traite des esclaves telle que nous l'avons pratiquée, et en même temps admettre le maintien dans d'autres cultures actuelles d'attitudes qui bafouent la dignité de l'être humain, comme par exemple l'excision ou encore le travail et la prostitution des enfants. En d'autres termes, si le relativisme culturel est une exigence méthodologique pour l'anthropologue, un dogme presque, ça ne signifie pas pour autant qu'il va de pair avec un relativisme moral. En tant que chercheur, on doit, sans juger d'aucune sorte, observer et tâcher de comprendre un comportement, une pratique culturelle, ce qui n'empêche pas qu'en tant qu'être humain, on condamne cette même pratique, toute la difficulté du travail de l'anthropologue étant, ici pour lui, de parvenir à rendre compte et à expliquer, indépendamment de toute connotation morale,
ce à quoi il lui a été donné d'assister. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, comme à chaque fois, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.